Les parrainages devaient garantir le sérieux de l'élection présidentielle. Mais à 2 mois de l'échéance, seuls Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Anne Hidalgo ont déjà leurs 500 signatures. Avec pour l'heure moins de 150 paraphes, d'autres candidats tels Éric Zemmour ou Marine Le Pen sont encore loin du compte. Le professeur de droit public Frédéric Rouvillois s'inquiète d'une véritable dérive oligarchique de la Ve République. Bonjour Frédéric Rouvillois. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à l'hôtel Bourrienne. Alors, avant de commencer, vous m'évoquiez à l'instant une anecdote. Une anecdote historique et politique très importante, puisque c'est dans ce lieu, donc un superbe hôtel particulier directoire dans le 10e arrondissement de Paris, que, dit-on, Napoléon aurait préparé le coup d'État du 18 Brumaire, autrement dit le coup d'État par lequel il va renverser le directoire et accéder finalement au pouvoir et installer le consulat puis l'empire. Bon, transition parfaite, puisqu'on va parler de démocratie, de politique. Nous sommes quasiment jour pour jour à 2 mois du premier tour de l'élection présidentielle et la grande majorité des candidats n'ont pas recueilli les 500 parrainages nécessaires pour valider leur candidature. À chaque élection présidentielle, ce sujet revient sur la table. Les candidats expliquent qu'ils galèrent à trouver leur parrainage et finalement ils finissent par les avoir. Est-ce que d'une certaine manière, on ne crie pas au loup pour pas grand-chose ? On crie au loup, mais pas pour pas grand-chose, justement. C'est ça qui est assez... on crie au loup, finalement, à chaque nouvelle élection présidentielle, mais en essayant de rassurer les gens, en leur disant que c'est pas très important, que c'est finalement une sorte de marronnier, voilà, la chose dont on parle pour remplir les gazettes un peu vides, etc. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose d'essentiel, dont la plupart des Français ne se rendent pas compte parce qu'ils sont pas allés voir dans les pièces, dans l'histoire. Mais en réalité, je crois que on pourrait presque dire que c'est l'un des grands secrets de la Ve République. Et c'est même pas assez médiatisé selon vous, du coup. Disons que c'est très médiatisé, mais assez mal finalement. C'est-à-dire que les gens ne vont pas voir ce qu'il y a derrière. On le traite comme un sujet périphérique de la présidentielle. Voilà, on le traite comme un sujet périphérique, on le traite comme une espèce de sitcom maintenant avec le Conseil constitutionnel qui publie la liste des nouveaux parrains 2 fois par semaine. Mais c'est pas sérieux effectivement. C'est une espèce de mousse qui dissimule la réalité du problème. Et le problème, il est très grave parce qu'effectivement, en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est au fond la consistance de la démocratie française, dans la mesure où l'élection présidentielle, qui est l'élection centrale évidemment, le président de la République élu par les Français étant le centre du jeu politique, et voilà, le choix de ce président, il a été remis finalement volontairement entre les mains un certain nombre de parrains, donc à un moment donné, et de manière potentiellement dangereuse. Alors justement, on rétorquera que l'élection présidentielle est une chose sérieuse et d'une certaine manière, ce système des parrainages évite que n'importe quel énergumène qui jetterait le trouble, pour reprendre la formule du général de Gaulle que vous citez dans votre ouvrage, que des candidatures fantaisistes ou même des fumisteries, je crois, je reprends le terme, délégitiment l'élection présidentielle et donc la fonction derrière si cette personne était amenée à être élue. Bien entendu. Mais il est bien évident que, et ça le général de Gaulle l'a parfaitement compris, il s'y connaissait un petit peu en la matière, c'est pas nécessaire d'avoir 500 parrains pour éviter que un fou complet ne se présente à l'élection présidentielle à la base, et ne soit candidat. On était à 100, c'est ça, en 62, à la base même, et on est passé à 567. En 58, lorsque la Ve République est créée, on est à 50 anonymes. Ensuite, en 62, grande révision constitutionnelle, on va passer à l'élection du président au suffrage universel direct. Et là, il y a des tractations, notamment au sein du Conseil des ministres. Il y en a qui veulent aller très loin, comme Pompidou par exemple, ou Giscard d'Estaing, qui réclament jusqu'à 5000 parrainages. D'autres même qui expliquent que finalement, on pourrait, avec les parrainages, sélectionner les 2 candidats qui seraient présentés aux Français. Et une sorte de premier tour avant les deux tours. Exactement. Ce que c'est en réalité, le système actuel des parrainages, c'est un premier tour. Et en face de ça, De Gaulle refuse. Finalement, il resterait volontiers à 50, mais il accepte de monter jusqu'à 100 parrainages, et c'est à ce niveau-là qu'on se situe, 100 parrainages anonymes. De Gaulle considère que 100 parrains, ça suffit très largement pour évacuer les fous, pour évacuer les perturbateurs. Alors, l'argument
utilisé pour justifier 500 parrainages, c'est de dire que ça permet un ancrage territorial. Oui, mais là encore, on sait très bien que ça n'a aucun sens. Enfin, et d'autre part, l'ancrage territorial, ça concerne l'élu, ça concerne pas le candidat. C'est pour, en fait, on a plus ou moins bidouillé les choses pour éviter effectivement d'avoir, par exemple, le candidat d'un département ou d'une région, pour éviter finalement le communautarisme. Mais voilà, tout ça n'est pas sérieux. L'important, c'est d'éviter un trop grand nombre de candidats et c'est d'éviter un candidat complètement en dehors du jeu. Et pour ça, je répète, la solution initiale qui est choisie volontairement et après mûre réflexion par le général de Gaulle en 1962, c'est-à-dire sans parrain anonyme, est très largement suffisante. Alors, ce qui est intéressant dans votre ouvrage, on va l'évoquer, mais vous expliquez que, contrairement à une idée assez répandue, beaucoup de personnalités de premier plan de la vie politique française n'ont pas accédé, n'ont pas pu faire valider leur candidature. Absolument. Alors, on pense évidemment généralement à Jean-Marie Le Pen en 81. Voilà, on pense généralement à Jean-Marie Le Pen en 81, en précisant que Le Pen en 81, il représente pas grand-chose finalement, c'est quelques pourcents. Mais à côté de ça, il y a un nombre très considérable de personnalités tout à fait importantes. On a comptabilisé, il y a pratiquement une dizaine d'anciens ministres importants qui ont voulu se présenter et qui n'ont pas pu. Dominique de Villepin, Corinne Lepage, Charles Pasqua, qui était arrivé autour de 480 parrainages, mais qui n'a pas réussi à avoir les 500. Je crois que c'était en 2002. Et effectivement, voilà, jusqu'à Ramayad en 2017. Tous ces personnages relativement importants avec une assise et une notoriété significative, n'ont pas pu accéder à la compétition électorale, non pas parce qu'ils ne représentaient rien, parce qu'ils représentaient quelque chose, parfois quelque chose d'important, mais tout simplement parce qu'ils ne disposaient pas d'un réseau suffisant que seuls les grands partis, finalement, ou certains types de partis spécifiques permettent d'offrir. Donc la logique de la Cinquième République, qui avait pour but, entre autres, de lutter contre l'omniprésence des partis, a été inversée. En fait, l'idée de De Gaulle, justement la question initiale, c'est ça. De Gaulle, en 62, souhaite que n'importe qui, finalement, puisse, dès lors qu'il n'est pas complètement zinzin, puisse se présenter à l'élection présidentielle, et il estime que, dans une démocratie, c'est le peuple qui fait le tri. C'est le peuple qui choisit. À côté de ça, il y a effectivement ceux qui sont favorables à, finalement, un système de type partisan, dans lequel les grands partis, et si possible deux grands partis, dans la perspective d'une espèce de bipolarisation, même d'un bipartisme à la française, domineraient le jeu politique, domineraient finalement l'élection présidentielle, avec l'idée sous-jacente que, au fond, le peuple, il n'est pas assez éduqué, pas assez intelligent, pas assez adulte pour faire le choix lui-même, et que par conséquent, ce sont les grands partis, et en l'occurrence les élus de ces partis, qui doivent le guider dans la bonne voie afin qu'il ne puisse pas se tromper. Il y a un glissement, selon vous, des années 60 aux années 70. On passe d'une vision, du coup, gaullienne que vous évoquez, certains qualifieraient de populiste, donc la rencontre entre un homme et son peuple, et la vision giscardienne des années 70, qui est celle, du coup, que vous qualifiez même de oligarchique, voire antidémocratique. Oligarchique, antidémocratique. Et qu'incarnerait du coup les parrainages. Ou encore censitaire, vous savez, c'est-à-dire faisant référence au système électoral qui existe, notamment sous la Restauration et la monarchie de Juillet, dans lequel seuls les, entre guillemets, capables vont choisir, vont élire. Là, on a un système qui ressemble un petit peu à ça, et c'est peut-être ce à quoi on va assister dans les prochaines semaines, effectivement. C'est-à-dire que ceux qui sont supposés être capables, en l'occurrence les élus locaux et les parlementaires, se voient offrir le droit de sélectionner ceux qui pourront effectivement être présentés aux Français. Alors, ce collège, justement, d'élus qui permet qui est habilité à donner les signatures, il est à peu près de 42 000 personnes. Les noms sont rendus publics. Vous critiquez, justement, cette publication. Vous aimeriez qu'on tombe plutôt vers un anonymat, ce qui est plutôt critiqué dans le sens où ça empêcherait de responsabiliser les élus qui fournissent leur parrainage.
Alors justement, à ce propos, il y a un rapprochement qui est très significatif et que les Français ne perçoivent pas toujours. C'est le rapprochement entre le fait de proposer un candidat, de présenter un candidat, quand on est parrain, et l'acte de vote. Si aujourd'hui on disait aux Français, écoutez, il faut responsabiliser les gens et on va supprimer le secret du vote, qu'est-ce qu'on dirait ? On dirait non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que effectivement, ça va perturber les choses, ça va faire que les gens ne voteront pas pour la personne qu'ils veulent parce que ils savent qu'ils seront espionnés, qu'ils seront regardés. Si vous voulez, si on décidait demain de supprimer l'isoloir, pourquoi pas, hein, c'est une simple loi. Il faudrait aussi modifier la Constitution, mais pourquoi pas, hein. Sous la Révolution française, par exemple, l'idée même d'un vote secret était considérée comme totalement attentatoire à l'idéal démocratique, puisqu'il fallait que chacun prenne sa responsabilité. Donc, quand je vois des gens qui nous disent, oui, il faut que les élus, que les parrains potentiels prennent leurs responsabilités et acceptent éventuellement les pressions, les sanctions, c'est la même logique qui doit s'adapter, qui doit se faire pour les électeurs, en fait. Exactement, c'est la même chose, en fait. Il y a un parallèle très clair entre le vote et le secret du vote, et la présentation d'un candidat à l'élection présidentielle et l'anonymat ou le pas anonymat. Et de fait, justement dans les années 60, si vous voulez, De Gaulle, là encore, en 58, établit ce principe de l'anonymat et le conserve en 62, lorsqu'il établit le système avec l'élection du président au suffrage universel direct. C'est pas pour rien, si vous voulez. C'est pas pour rien. C'est parce que il sait très bien que, voilà, la liberté et l'égalité, en l'occurrence, sont conditionnées par le secret, par l'anonymat de l'acte de présentation. De même que l'égalité du vote est conditionnée par le secret du vote. Pour autant, à chaque élection présidentielle, on a en gros une dizaine de candidats. On en avait un peu plus en 2002, on était monté à 16. En gros, une dizaine de candidats avec une diversité de programmes. On pourrait dire que ça ne va pas si mal que ça. Oui, mais la chose est un petit peu biaisée dans la mesure où, parmi ces candidats, on a des candidats aberrants, si j'ose dire, c'est-à-dire un nombre toujours relativement significatif de candidats qui sont en dessous de 2%, par exemple, de 2% finalement des votes. Pourquoi et comment ces candidats-là peuvent-ils arriver à obtenir 500 parrainages, parfois assez rapidement et très facilement, alors qu'ils ne vont obtenir effectivement qu'un nombre dérisoire de votes. Oui, je vous coupe pour prendre un exemple très typique en ce moment. Christiane Taubira dans les sondages, Anne Hidalgo dans les sondages tourne autour de 1,5%, et elle a néanmoins recueilli déjà 652, bien sûr, je crois, tout simplement parce qu'elle est liée effectivement au réseau du grand parti ou plutôt qu'était le Parti socialiste. Mais quelqu'un comme Jacques Cheminade, par exemple, qui se présente à chaque élection depuis 95, obtient assez facilement apparemment ces 500 parrainages, alors même que aux dernières élections, il n'a eu, si mes souvenirs sont bons, que 65 000 voix. Autrement dit, il y a un rapport presque de 1 à 100 entre le nombre de voix qu'il a obtenu in fine et le nombre des parrains. C'est aberrant. Alors que d'un autre côté, effectivement, on le sait bien, Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou même éventuellement Jean-Luc Mélenchon peinent à recueillir leur parrainage alors qu'ils représentent des millions et des millions de voix. Alors du coup, quelle solution ? Il faudrait rétablir l'anonymat, élargir le collège, comment Écoutez, il y a beaucoup de solutions. Alors d'abord, il y a les mauvaises solutions. La pire des solutions, ce serait de se dire on va voir, on va garder les choses comme elles sont maintenant, et puis de toute façon, tout finira bien par s'arranger. Généralement, les gens, il y a pas de problème. Sauf que ça va jusqu'au jour où il y a un problème. Et peut-être que cette fois-ci, il y aura un ou plusieurs problèmes. Imaginons que effectivement. Comme le redoutent certains et comme le souhaitent certains autres, Éric Zemmour ou Marine Le Pen, ou les deux, n'aient pas leur parrainage, qu'est-ce qu'on fait ? Je précise qu'à l'heure actuelle, ils sont en dessous des 150 voilà, c'est ça. cumulés. Alors, on dit qu'ils ont des promesses de parrainage relativement importantes, mais voilà, les promesses, c'est comme dans la vie. Hein. Tant que la chose n'a pas été réalisée, une promesse demeure incertaine. Donc ça, se contenter du système actuel, c'est évidemment extrêmement dangereux, c'est prendre un risque absolument considérable. Et vous faites la comparaison avec une catastrophe naturelle, c'est-à-dire qu'en fait ça peut arriver à n'importe quel moment, c'est pas parce que ça a été évité jusqu'à présent que ça ne peut pas arriver. Exactement, voilà. Donc, en face de ça, il y a un certain nombre de solutions.
l'une des solutions, ce serait tout simplement de revenir. Donc vous avez la grande rupture, c'est 76 sous Giscard, lorsque on passe à 500 parrainages publiés. Donc revenir à 100 du coup. On peut très bien revenir à 100 parrainages anonymes, ce qui était la solution d'avant 76, ce qui fonctionnait tout à fait bien, sans aucun problème, sur tous les plans. On peut revenir, on peut couper la poire en deux, c'est ce qu'on suggère, et de conserver 500 parrainages, mais anonymisés à ce moment-là, en vertu, du rapprochement, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le vote et la présentation des candidats, ce qui, a priori, résoudrait le principal problème. Le principal problème, on le sait très bien, c'est que certains candidats sont mal vus par l'opinion, par les médias, etc., etc. Et par conséquent, les élus qui leur donnent leur parrainage risquent très gros, risquent leur carrière, risquent plus éventuellement. Voilà, on connaît très bien on sait très bien ce qui se passe. Donc faire par exemple rentrer dans ce collège-là les conseillers municipaux qui eux seraient par exemple non soumis à cette pression. Ça c'est aussi une possibilité qui est assez intéressante. C'est la possibilité de faire rentrer dans ce collège actuellement de 42 000 parrains les 500 000 conseillers municipaux qui contrairement aux 42 000 élus, ne risquent pas grand-chose. Parce qu'ils sont moins tenus par des logiques de parti. Ils sont moins tenus par des logiques de parti, et surtout, si vous voulez, voilà, quand on est conseiller municipal, on le fait gratuitement, si vous voulez, bénévolement. On risque pas sa carrière en parrainant quelqu'un. Donc ça, c'est une possibilité. Ceci dit, la solution qui est peut-être la plus intéressante, la plus simple, la plus satisfaisante à beaucoup d'égards, c'est celle, par exemple, que suggère Lionel Jospin et sa commission sur la rénovation de la vie politique en 2012, et qui a été reprise récemment donc par Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire un parrainage populaire. Un parrainage populaire. Vous appelez un parrainage citoyen. C'est ça, voilà, un parrainage citoyen dans lequel 100 ou 150 000 citoyens pourraient parrainer un candidat, ce qui éviterait les micro-candidats de type cheminade, par exemple. Donc, ça éviterait d'avoir trop de candidats, ce qui est l'un des objectifs. Et d'autre part, ça conforterait la dimension démocratique du système en supprimant cette dérive oligarchique, finalement, et censitaire, qui a été établie sous l'impulsion de Giscard d'Estaing à partir des années 70. Alors, pour cette présidentielle 2022, la période de recueil des parrainages s'arrête le 4 mars. On évoquait une possible catastrophe. Est-ce que, selon vous, est-ce qu'on peut craindre que certains candidats ne parviennent pas à cumuler ces 500 parrainages ? Écoutez, c'est arrivé de manière suffisamment fréquente. Je pense évidemment à des gros candidats. Oui, bien sûr. Mais depuis 1980, c'est-à-dire depuis que la loi organique de 76 a été mise en œuvre, c'est arrivé à de nombreuses reprises. Il est tout à fait possible que ça arrive. Et si ça arrivait, effectivement, la question c'est qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on se satisfait de cette situation ou est-ce qu'on accepte effectivement ce discrédit majeur du système qui accentuerait encore donc sa délégitimation et sans doute également démultiplierait l'abstention électorale aux élections présidentielles qui suivraient. Une dernière question, on peut changer la loi rapidement, en urgence ? Il faut passer par une révision constitutionnelle ? Non, aucune révision n'est nécessaire. C'est une simple loi organique à l'origine mais bon, voilà, pour modifier une loi organique, il faut un peu de temps et d'autre part, il faut de la volonté. C'est très simple à faire, mais encore faut-il le vouloir. Merci Frédéric Rouvillois de nous avoir accueillis ici. Merci à l'Hôtel Bourrienne pour cet accueil. Alors, je rappelle le titre de votre ouvrage que vous co-signez avec Christophe Boutin. Les parrainages ou comment les peuples se donnent des maîtres. Ce sera publié le 14 février prochain aux éditions La Nouvelle Évolution. Acheter d'urgence.